Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. La campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre demain. Le comité de suivi et de contrôle des opérations a été mis en place ce lundi. Composé d'une trentaine de membres, il sera chargé de superviser toutes les stratégies de vaccination. Au moins 6 956 doses du vaccin Sinopharm ont été envoyées à Kaolack. Plus de 36 000 personnes de plus de 60 ans ont été déjà identifiées pour les premières injections. Et les choses s'accélèrent pour Ousmane Sonko. La commission ad hoc a transmis son dossier à l'Assemblée nationale. Malgré la démission de 2 de ses membres hier, le concerné Ousmane Sonko n'a pas non plus été entendu. L'actualité de ce lundi, c'est aussi cette saisie spectaculaire d'armes blanches à l'UCAD. Des machettes, des coupes-coupes et des gourdins, leurs propriétaires font l'objet d'une plainte. Ils risquent même d'être exclus de l'Université de Dakar. Vous entendrez dans quelques instants le directeur général adjoint du Centre des œuvres universitaires, Khalifa Diagne. Enfin, la page des sports présentée ce soir par Pape Malik Diaw. Nous sommes lundi 22 février. Le comité de suivi de contrôle des opérations de vaccination contre le Covid-19 est installé aujourd'hui. Ce comité sera chargé de veiller au respect de la planification des activités, la coordination de la logistique. Et comme vous le savez, la campagne de vaccination démarre demain et nous allons à ce propos écouter le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Je lance un appel à tous les Sénégalais à se faire vacciner. C'est un moyen sûr pour réduire durablement le risque de maladies graves et de décès, tout en offrant aux populations l'opportunité nouvelle de vaquer à leurs occupations. Les opérations seront menées dans la plus grande transparence, avec célérité et rigueur. C'est pourquoi, à côté des comités techniques, qui sont en train de faire un travail remarquable, j'ai tenu à mettre en place un comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination contre la COVID-19 avec l'ensemble des composantes de la population. C'est un comité multisectoriel composé d'éminentes personnalités sur lesquelles je compte pour la réussite de la mise en œuvre de notre stratégie de vaccination. Et la région de Kaolack a reçu ses premières doses du vaccin Sinopharm. 6 956 doses pour la première phase, destinée à plus de 3 000 agents de santé et plus de 36 000 personnes âgées de plus de 60 ans ont été identifiées. Correspondance à Kaolack, Adamassar et Astumbaye. Les premières doses de vaccin contre la pandémie de Covid-19 sont arrivées à Kaolack. Sur les 200 000 doses de vaccins disponibles, Kaolack a reçu 6 956 pour la première phase, selon le gouverneur. La région de Kaolack, déjà, va en recevoir 6 956 dans un premier temps. Et 2 semaines après, pour une seconde, pour un rappel, d'autres 6 956 doses vont être reçues. Selon Alioune Badara Meng, 3 240 agents de santé et 36 863 personnes âgées de plus de 60 ans seront les premiers à se faire vacciner. La première cible, ce sont donc les agents qui sont en première ligne, c'est-à-dire les agents de la santé. Dans la région, ils seront au nombre de 3 240. Le président de la République aussi n'a pas oublié les personnes âgées. Ces personnes âgées de plus de 60 ans, comme aussi ceux qui sont âgés de plus de 60 ans avec comorbidité, ils sont au nombre de 36 863. Les autorités administratives comptent renforcer la communication pour mieux sensibiliser les populations. Malheureusement, malgré tous ces efforts-là, il y a des individus tapis dans l'ombre qui rament à contre-courant, qui distribuent donc de fausses informations
par rapport à ces vaccins-là, ces gens-là, il faudrait quand même que nous aussi, de notre côté, que l'on développe donc des stratégies pour pouvoir les contrer. La région de Kaolack compte 1417 cas confirmés, dont 121 décès depuis le début de la pandémie en mars 2020 au Sénégal. 6 décès à déplorer dans le bulletin santé de ce jour, 172 nouvelles contaminations sur un total de 1931 tests envoyés au laboratoire. 294 patients ont été déclarés guéris et 56 autres sont toujours en réanimation. Autre chose, Ousmane Sonko n'a pas répondu à la convocation de la commission ad hoc aujourd'hui, mais son absence n'a pas empêché de la commission de transmettre son dossier à l'Assemblée nationale. Une plénière est prévue dans les jours à venir pour décider de la levée ou non de l'immunité parlementaire du député Sonko. Abouté Disso pour le compte-rendu de la séance de travail ce matin. Face au refus d'Ousmane Sonko de déférer à la convocation de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition peinent à accorder leur violon. Certains d'entre eux estiment que la commission ad hoc est déjà mal partie et appellent leur camarade Cheikh Bara Dolly Mbacké à démissionner. C'est le cas de l'honorable Abdou Mbacké Bara Dolly, vice-président de la commission des lois. La commission ad hoc est composée de 11 membres. Parmi les non-inscrits, Moustapha Guirassy et Cheikh Bamba Dièye ont déjà démissionné. Si Cheikh Bara Dolly en fait de même, les 8 membres qui restent ne peuvent plus la faire fonctionner. Si malgré tout, elle poursuit ses travaux, les avocats d'Ousmane Sonko pourront solliciter la Cour suprême pour casser cette mesure. Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie explique les raisons de son refus. Nombreux sont ceux qui parlent de cette affaire, mais en réalité, peu d'entre eux comprennent le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Je suis président d'un groupe parlementaire qui regroupe plusieurs formations politiques. Ces leaders n'ont pas opté pour la politique de la chaise vide. Pour eux, nous devons défendre le camarade Sonko au sein de la commission. Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly en appelle à l'arbitrage du président de la République pour, selon lui, arrêter cette mascarade qui, si on y prend garde, peut mener le pays vers des lendemains incertains. Abouté Disso, s'agit-il d'une démarche illégale de la commission ad hoc? Dans la matinée, le député de l'opposition, Moustapha Guirassy, déclarait sur nos antennes que la commission ne peut prendre aucune décision sans un total de membres. Et oui, Guirassy a démissionné hier, ainsi que son collègue Cheikh Bamba Dièye, pour dénoncer des faits dans la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko Migi Maram Ndiaye. La commission ad hoc qui a perdu 2 de ses 11 membres doit auditionner le leader du parti PASTEF dans l'affaire du viol présumé. Mais cette commission est désormais dans l'illégalité selon le député Moustapha Guirassy. Le démissionnaire de cette commission ad hoc convoque l'article 34. Toutes les sensibilités devaient être présentes au sein de cette commission-là. À partir du moment où il y a démission de quelques membres de cette commission, surtout a fortiori des membres des autres sensibilités, laissant presque seule la majorité, toute autre décision qui serait prise par cette commission-là serait nulle normalement, si réellement le droit est respecté et le règlement intérieur est respecté. Le dossier est politique. Le président du parti Sénégal en tête est catégorique. Une liquidation du leader de l'opposition, selon ce membre du groupe parlementaire Liberté et Démocrate. On viole l'article 100 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On a l'impression qu'il n'y a pas de volonté d'aller dans le sens de la manifestation de la vérité, mais la seule volonté affichée, aussi bien par le juge d'instruction que par le Parlement, c'est tout simplement d'abattre, mais pas n'importe quel député, le chef de l'opposition sénégalaise. Qu'il trouve d'autres moyens de le faire, une autre commission, mais nous personnellement, nous quittons cette commission. La vérité, rien que la vérité, l'ancien ministre révèle que c'est tout ce qui l'intéresse dans ce dossier de viol présumé. Ce qui nous intéresse, ce n'est ni Ousmane Sonko, c'est ni Adji Sarr. Ce qui nous intéresse, c'est la manifestation de la vérité. Que Adji Sarr soit respecté. Et quand on parle d'ailleurs d'Adji Sarr, mais on doit absolument aller dans le sens de la manifestation de la vérité. J'ai vu des organisations féminines s'agiter, mais il faut bien s'agiter dans le sens de la vérité pour savoir aussi. Et après, demain, peut-être incriminer les responsables politiques qui utilisent, qui chosifient la femme.
Moustapha Guirassy invite le président Macky Sall à siffler la fin de la récréation. Pour le député, ce débat n'honore ni le Sénégal, ni le Parlement, encore moins la démocratie. Et nous avons à ce propos sollicité la lumière d'un juriste. Maître Babo précise que les démissions de Moustapha Guirassy et de Cheikh Bamba Dièye ne peuvent pas perturber les travaux de la commission ad hoc. Cette dernière peut statuer avec une majorité simple. Maître Babo, joint par Cheikh Diop. Comment est formée la commission ad hoc? La commission ad hoc est formée par 11 députés. Les députés sont choisis selon la représentativité des groupes à l'Assemblée nationale. Tout le monde sait que le groupe majoritaire, je crois, il compte, je ne sais pas, 8 ou 9 membres. 2 membres pour l'autre groupe parlementaire et enfin les non-inscrits. C'est ce groupe-là qui se réunit comme une commission ad hoc. Maintenant, comment fonctionne la commission ad hoc? Au début des travaux, la commission ad hoc fait le rappel des membres, des 11, n'est-ce pas? Alors, si la commission n'a pas le quorum, ça veut dire la moitié des membres plus 1, elle ne peut pas fonctionner. Ça donc, c'est une condition de forme. Si le quorum n'est pas atteint, la commission ne peut pas fonctionner. Mais le cas que vous posez est différent. Le cas que vous posez, c'est que 2 députés ont refusé de siéger. Si ces 2 députés ont refusé de siéger, donc il restera 9. Avec ces 9, la commission peut travailler valablement. Ça, c'est clair. La commission ad hoc peut travailler valablement avec même l'absence des 2 députés. Mais il y a une condition quand même. Faudrait-il que ces 2 députés soient préalablement convoqués? Je crois que le problème ne se pose pas. La commission ad hoc prend ses décisions à la majorité simple. Donc la moitié des présidents, c'est tout. À la majorité simple. Il n'y a aucune majorité renforcée, mais c'est à la majorité simple. C'est donc les précisions de l'avocat Abdoulaye Babo, toujours l'affaire Sonko qui alimente les débats au sein de l'université de Dakar. L'association des étudiantes modèles pour la valorisation de la femme défend Adji Sarr, la jeune fille de 20 ans. L'association a aussi condamné la récente visite à l'université du leader du PASTEF Ousmane Sonko alors que les rassemblements sont interdits. Le compte-rendu de leur conférence de presse est signé Youssouf Konté avec Darassow. Les étudiantes modèles pour la valorisation de la femme à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'érigent en bouclier pour défendre Adji Sarr, cette masseuse qui a porté plainte contre Ousmane Sonko pour viol et menace de mort. Nous demandons à la population sénégalaise de donner plus de considération à cette jeune fille et de rendre à la femme sa dignité qui lui a été reconnue, en faisant d'elle la créature exceptionnelle qui donne naissance, nourrit et chérit le monde entier. Adji Sarr est une femme, comme toutes celles ici présentes. Elle est une citoyenne qui mérite d'être protégée au même titre que toutes les autres Sénégalaises jusqu'à ce que la lumière jaillisse sur ce dossier. Nous tenons à rappeler que c'est une affaire civile, donc nous condamnons fermement le comportement ignoble de ceux qui traitent cette jeune fille comme étant d'une mœurs légère. Jeudi dernier, le leader de PASTEF Ousmane Sonko est allé à l'UCAD. Les étudiantes modèles pour la valorisation de la femme fustigent cet acte de Ousmane Sonko dans ce contexte de propagation du coronavirus. Il est impertinent de vouloir faire du temple du savoir une juridiction. La justice ne se rend pas dans un campus universitaire. Nous dénonçons avec notre dernière énergie la promotion de la propagation du virus qu'il a eu à faire lors de sa venue à l'UCAD. Au moment où les étudiants et le COUD se battent contre le virus au sein des universités, nous déclarons que Sonko sera le seul et unique responsable s'il y a une explosion de cas de Covid dans les jours à venir. Car la marée humaine qu'elle a drainée en une telle période montre son manque de patriotisme. Les étudiantes modèles pour la valorisation de la femme invitent les autorités de l'université à réagir le plus tôt possible pour situer les responsabilités.
Et nous restons à l'université de Dakar. Vous l'avez sans doute vu ce week-end, cette saisie impressionnante d'armes blanches au campus social de l'université. La direction du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, annonce une plainte contre les étudiants incriminés. C'est une alerte rouge aux yeux du directeur général adjoint du COUD, Khalifa Diagne, oui, au micro de Dieba. La direction du COUD va prendre toutes les mesures idoines pour que l'introduction, la garde et l'usage d'armes blanches dans l'ensemble de ces campus sociaux soit totalement prohibés. Pourquoi? Parce que les étudiants, que ce soit au plan syndical, c'est-à-dire dans le cadre de leurs amicales, comme au plan politique, il arrive qu'ils pensent qu'ils doivent user de sabres, de gourdins ou de barres de fer pour régler leurs comptes. Or, l'université est un haut lieu de savoir où les manifestations de ce genre ou les confrontations de ce genre ne devraient pas avoir leur place. C'est la raison pour laquelle, en plus de ces actions-là consistant à saisir les armes blanches, à empêcher leur introduction dans la cité universitaire, nous allons aussi prendre des sanctions au plan interne qui peuvent aller jusqu'au délogement de l'étudiant incriminé, mais aussi nous allons porter plainte auprès des cours et tribunaux pour que les étudiants identifiés comme étant les acteurs de ces troubles soient traduits en justice. Et enfin, nous avons eu à discuter avec les autorités pédagogiques pour faire des requêtes pour qu'il y ait aussi des sanctions disciplinaires, mais cette fois-ci au plan pédagogique. Donc l'étudiant peut aller jusqu'à perdre son inscription. Ce sont des machettes, des coupes-coupes, des gourdins qui ont été retrouvés dans des chambres d'étudiants. Leurs camarades aussi surpris que l'opinion publique craigne désormais pour leur sécurité. Selon eux, la politique est en train de se frayer un chemin dangereux à l'UCAD. Voici donc le reportage de Nima Sadio. Armez-vous de savoir jusqu'aux dents, dixit Cheikh Anta Diop. La plume laisse place aux armes blanches dans le temple du savoir. À l'entrée du campus social, les vigiles sont placés un peu partout pour assurer la sécurité et procéder à la vérification des véhicules et des cartes d'étudiants. Cet étudiant déplore la situation même s'il n'est pas surpris. C'est un fait déplorable car l'université est réputée être un lieu de savoir, un lieu où on est censé acquérir de la connaissance. Donc apprendre au grand public qu'il y a des armes blanches qui sont stockés, c'est déplorable. Mais c'est une nouvelle qui ne nous surprend pas, car la violence se sent au sein de l'espace universitaire. Et c'est une chose à déplorer, bien entendu. Le COUD doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des étudiants. La direction du COUD doit prendre des mesures pour éradiquer ça, parce que ce n'est pas du tout bien. On sent bien que nous, les étudiants, on n'est pas en sécurité au fait. Parce qu'il y a des gens qui logent ici, on se réveille un bon jour, on entend, il y a des blessés ou bien gens. Ça, c'est pas du tout bien. Donc, on n'est pas en sécurité ici, on peut dire. Par peur des représailles, ses camarades n'ont pas voulu s'exprimer. Abdou Aziz tient pour responsable les militants des partis politiques. C'est de la politique. Parce que, comme je l'ai dit, ici c'est un temple de savoir, temple du savoir autant pour moi. On ne devait pas promouvoir la politique ici. On ne devait pas prôner l'usage de la politique ici. Parce que là, on est là, les politiciens, ils ont eu ce qu'ils devaient avoir. Et c'est à nous, c'est un long terme, et c'est à nous d'accomplir notre mission et de faire ce qu'on doit faire. La détention d'armes blanches par les étudiants n'est pas un phénomène nouveau. La récurrence de celui-ci, depuis quelque temps, pousse certains d'entre eux à tenir les politiciens responsables. À leurs yeux, ce sont ces derniers qui sèment la zizanie entre eux. La page des sports de ce lundi est présentée par Pape Malik Diaw. Bonsoir Pape Malik et bienvenue. Bonsoir Adama Nochaba. Nous démarrons avec du football, la Ligue des champions africaine, deuxième journée. Le match Teungueth FC et FC Zamalek aura bel et bien lieu demain, mardi à Thiès. Effectivement, en effet, le club égyptien avait adressé une correspondance à la CAF pour le report de cette rencontre et ce
pour 24 heures, et ce qui ne sera pas possible selon Adama Ndione. Le journaliste rappelle les textes de la CAF pour corser ses dires. Il pense d'ailleurs que Zamalek tente tout simplement de déstabiliser son adversaire qui est le Teungueth FC. Adama Ndione, que nous écoutons. Du point de vue du règlement de la CAF, le règlement il est très clair par rapport aux compétitions CAF, que ce soit la Ligue africaine des champions ou la Coupe de la CAF ou les autres compétitions organisées par la CAF. Tous les matchs sont joués obligatoirement dans l'ordre établi par la commission interclub qui est la commission accréditée pour gérer le calendrier des matchs. Et dans ce calendrier de ces compétitions-là, il doit figurer le nom du match, le numéro du match, les noms des équipes devant se rencontrer, le lieu du match, le nom de la fédération appelée à déléguer les arbitres et les noms des arbitres, le nom du commissaire de match et les dates fixées pour le déroulement de chacun des matchs organisés par la CAF. Maintenant, il y a un fait important qui doit être mentionné ici, c'est que les dates fixées par les différentes phases de la compétition sont définitives et ne peuvent être modifiées qu'en cas de force majeure reconnue comme telle par la commission interclub. Or, le match doit se jouer mardi, nous sommes déjà lundi. Quand est-ce que la commission interclub va se réunir justement pour trancher cette question-là? Donc tout cela fait que moi, de mon point de vue personnel, je pense que effectivement, il n'y a aucune chance que cette requête aboutissent du point de vue de la CAF, parce qu'il y a d'autres, en tout cas il y a d'autres exceptions liées au report des matchs-là, mais ça c'est de manière un peu plus compliquée. Mais de manière basique, de manière claire, actuellement la commission interclub ne peut pas se réunir et reprogrammer ce match-là de mardi à mercredi. Techniquement, ce n'est pas du tout possible. Vous vous rappelez bien, il y a un peu plus d'un an, il y avait cet imbroglio avec Génération Foot concernant un match qui devait se jouer et qui a été annulé parce que finalement Génération Foot est parti en Égypte et que les Égyptiens ne sont pas venus au stade. La commission interclub a tranché et par la suite le match a dû être rejoué. Adama Ndione est noté donc pour cette rencontre. Teungueth FC est un petit peu dans l'obligation de se relever dans ce groupe suite à sa défaite, on le rappelle, pour la première journée de cette Ligue des champions africaine après avoir donc été battu par l'Espérance de Tunis 2-1 au stade La Dior de Thiès. Les protégés donc de Youssouf Dabo vont essayer d'enregistrer le ou les premiers points de Teungueth FC en compétition africaine et ce sera face aux Zamalek demain donc au stade La Dior de Thiès à partir de 16h. Une rencontre bien évidemment à suivre sur e-radio. Et le Jaraaf de son côté connaît désormais ses adversaires pour la phase de poule de la Coupe CAF après le tirage au sort effectué ce lundi au Caire. Tout à fait, de retour donc au premier plan pour la première fois depuis près de 20 ans. Le Jaraaf pouvait craindre le pire tout simplement lors du tirage au sort en étant placé dans le chapeau 4. Finalement, le deuxième du championnat sénégalais de l'année dernière s'en tire très bien et c'est le moins que l'on puisse dire. Certes, le Jaraaf hérite du club sportif sfaxien, vainqueur à 4 reprises de cette compétition et épouvantail donc du chapeau 2, mais le club médinois évite le plus gros d'Afrique. Ou bien les plus gros d'Afrique dans le chapeau 1 pour reprendre l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie qui va affronter demain les Young Buffalo de l'Eswatini qui s'affrontent donc, on le rappelle demain. L'autre club du groupe c'est le Salitas du Burkina Faso que vous apercevez qui était dans le chapeau 3. Et nous parlons de la CAN U17 à présent. Le tirage au sort des groupes c'est après-demain mercredi et le Sénégal est dans le lot 2, c'est ça? C'est ça, c'est effectivement ça, qualifié donc pour la deuxième fois de suite en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Sénégal va connaître ses prochains adversaires dans cette compétition qui aura lieu du 13 au 31 mars 2021 au Maroc. Ce mercredi, la Confédération africaine de football a dévoilé la date donc de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle aura ce mercredi et 12 pays prendront part à cette compétition. Parmi eux, le Sénégal, vainqueur du trophée de l'UFOA à domicile. Le Mali sera aussi au rendez-vous. Donc pour le chapeau 1, notez qu'il y aura le Maroc, le Cameroun et le Nigeria. Chapeau 2, Tanzanie, Sénégal, Ouganda et chapeau 3, Algérie, Afrique du Sud, Congo, Côte d'Ivoire, Mali et la Zambie. Football toujours, mais en Europe cette fois, Sadio Mané et Liverpool n'y sont plus. En Italie, Kalidou Koulibaly, Diao Baldé, Keita ont aussi chuté. Tout à fait, c'est très bien dit. Sadio Mané et Liverpool n'y sont plus puisqu'ils enchaînent pratiquement les défaites
basket en première ligue. Et en Italie, Kalidou Koulibaly a aussi chuté avec tout simplement Kalidou Thiago Baldé qui est du côté de la Sampdoria. Mais par contre, pour Mame Diouf, ça passe très très bien en Turquie. Le tout, c'est avec Cheikh Diop. L'actualité européenne des Lions nous mène d'abord en France, où Mohamed Lamine Gueye retrouve le chemin des filets avec Metz. Les Grenats sont allés s'imposer 2-1 face à Nice. Papa Matar Sarr et Papa Ndiaga ont également joué. Nîmes a battu Bordeaux 2-0 avec Moussa Koné titulaire. Rennes avec Alfred Gomis dans les buts a perdu devant Montpellier 2-1. Même score entre le Racing Club de Lens et Dijon de Moussa Konaté qui était de la partie également. La Saint-Etienne de Pape Abou Cissé et Reims de Boulaïga se sont quittés 2-2, un but partout. Même score également entre l'Olympique de Marseille et Nantes. Mais à noter la deuxième titularisation de rang en championnat pour le buteur sénégalais Cheikh Ahmadou Bamba Dieng. Idrissa Gana Gueye était également titulaire lors du choc face à Monaco, mais Krépin Diatta a débuté sur le banc. En Ligue 2, Niort a battu Pau 2-1 avec une réalisation signée Pape Ibnouba. Moussa Djité a marqué et a sauvé les siens lors du succès 2-1 de Grenoble face à Nancy en Angleterre. Sadio Mané et Liverpool n'y arrivent plus et s'enfoncent définitivement dans la crise. Ce week-end encore, ils ont sombré sur leur pelouse lors du derby de la Mersey face à Everton 2-0 et sont de plus en plus distancés sur le classement. Avec Edouard Mendy, Chelsea n'a rien pu faire si ce n'est qu'un match nul, un but partout face à Southampton. West Brom et Mbaye Diagne ont aussi fait match nul, 0 but partout. C'était face à Burnley. Cheikhou Kouyaté, qui a joué son 200e match en Premier League, se déplace lundi sur la pelouse de Brighton. En Italie, Keita Diaobalde et la Samp ont suivi la loi de la Lazio de Rome, 1-0 au Stadio Olimpico. Pour son retour dans le 11, Kalidou Koulibaly et Naples ont été sèchement battus par l'Atalanta de Bergame, 4-2 en Turquie. Pour terminer, Mambiram Diouf a encore marqué avec Kataya Sport. C'était lors de leur succès 3-1 sur la pelouse de Erzurum. Fatih Karagumruk de Alassane Ndao a été battu également par Kassim Passa, 3-2. Merci à Cheikh Diop du basket pour terminer tournoi à Yaoundé. Le Sénégal tombe face à l'Angola, mais la qualification et la première place du groupe restent le plus important. Tout à fait. On rappelle le score, c'était donc 82-51 entre le Sénégal et l'Angola. On rappelle que le Sénégal avait remporté ses deux premières parties contre le Kenya et donc le Mozambique, mais ils sont tombés face à l'Angola ou bien face à une grosse équipe angolaise. Et pour l'analyste vidéo Chérif Aïdara, notez que l'équipe s'est concentrée tout simplement sur sa qualification et par contre la partie contre l'Angola, il y avait plus d'enjeux pour ces hommes. Chérif Aïdara, que nous écoutons. La population sénégalaise, nous avons tout au long du tournoi reçu un soutien constant. Je pense que le bilan est positif. Vous savez, un athlète a tout le temps envie de gagner. Donc le dernier match nous a un peu donné un goût d'inachevé. L'objectif était déjà atteint. La motivation n'était plus la même parce que un athlète quand même a besoin d'être stimulé par rapport à une chose. Donc le match, c'est vrai que les joueurs avaient envie de gagner ce match-là. Ils avaient envie de gagner. Mais la stimulation était différente de ce que nous sommes qualifiés pour basket à Kigali. Chérif Aïdara, analyste vidéo de l'équipe nationale du Sénégal. Et voilà qui met fin à cette page des sports. Mais un petit rappel, la deuxième journée, donc Teungueth FC Zamalek, c'est demain au stade Lat Dior de Thiès à partir de 16h. Et ce sera une rencontre à suivre bien sûr sur la 90.3 iRadio. Merci beaucoup, Pape Malick. Merci à vous. Merci également à vous d'avoir été avec nous, sans oublier toute l'équipe de la régie. Je vous retrouve demain dans le 19h45. Au revoir.